Oui, bonjour à toutes et à tous, Marc Gendron de la T2E. Donc, je suis avec Grégory Chodin. Bonjour Grégory. Bonjour Marc, bonjour à tout le monde. Et puis, nous avons aussi donc Julie Pisano et euh, Et Sybille, Julie oui. Pisano et Sybille, oui, pardon. Julie, Sybille, vous êtes là? Oui, bonjour, bonjour à tous. Ouais. Oui, bonjour à tous. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va dérouler donc ce webinaire C2E News, qui va être, à mon avis, assez court, puisqu'on va juste faire aujourd'hui un point sur les textes cinquième période, donc projet d'arrêt, projet pardon, de décret et projet d'arrêté. On en profitera pour vous donner deux, trois infos sur le CSE, Comité supérieur de l'énergie, qui s'est déroulé hier. Ensuite, on vous présentera les fiches que l'on a envoyées pour le 38e arrêté. Et puis, on finira sur la suite de la concertation cinquième période. Voilà. Vous avez dans sur le webinaire la possibilité de poser des questions. Et donc, Julie et Sybille feront le décompte, enfin le décompte reprenant les questions, et puis on fera de manière plus interactive possible le traitement des différentes questions. Voilà. Allez, je vous propose de démarrer. Donc vous êtes aujourd'hui 199, donc on devrait être, je crois, 240 inscrits dans ce webinaire. Alors, j'avance. Voilà. Alors, dans un premier temps, Grégory va nous rappeler le calendrier de la cinquième période, et puis ensuite, on va dérouler les choses. Voilà. Grégory, à toi. Donc, premier semestre 2020, il y avait bien la publication des études ADEME, hein, les deux études que nous avions menées en 2019 sur l'étude gisement et l'évaluation, hein, qui ont servi pour la P5, enfin en tout cas des éléments, je dirais, de P5. Le 2 juillet, ça a été le lancement officiel de la concertation pour la cinquième période, et puis une présentation de la fiche concertation auprès du comité de pilotage C2E. Il y avait une diffusion aux abonnés à la lettre d'information C2E. C'était la date de fin, c'était le 10 septembre, pour réceptionner les contributions de l'ensemble des parties prenantes. Et pour l'instant, donc, on est bien sur un projet de décret d'arrêté présenté. Alors, il y a eu un webinaire où vous étiez 500, plus de 500, voilà, au webinaire où Alexandre Dosière a eu l'amabilité de venir présenter ces projets. Webinaire organisé par la T2E, c'était le 3 février. Voilà. Donc, je pense que vous étiez la plupart connectés. Et donc, le calendrier prévisionnel pour le projet de décret, c'était une transmission aux copies le 1er février, consultation du public qui est en cours, donc qui est du 9 février au 2 mars, le COPIL qui s'est tenu, COPIL C2E qui s'est tenu le 12 février, consultation hier du Conseil supérieur de l'énergie, consultation du CNEN, ce sera le 4 mars, consultation du Conseil d'État, c'est prévu voilà, courant février-mars, et puis la publication, c'est pour fin mars, ça c'est pour le décret, et puis pour le projet d'arrêté, les mêmes dates, hein, transmission du COPIL au COPIL C2E le 1er février. Il y a eu donc présentation en COPIL le 12 février, consultation hier aussi au CSE, Marc va en parler, et puis pour une publication fin mars. Voilà, là-dessus, je pense pas qu'il y ait de questions puisque c'est voilà, des éléments d'information sur le calendrier. Super, merci Grégory. Donc, ce que je vous propose, c'est d'avancer sur les textes. Alors, c'est plutôt un rappel, hein, et je ferai juste les commentaires qui ont été apportés, enfin, les commentaires un peu structurants qui ont été apportés au CSE d'hier par rapport à ces textes. Donc, les points clés, donc, on part en cinquième période, donc sur une période de 4 ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Donc ça, a priori, ça ne bougera pas. Une obligation qui est de 2400 TWh CUMAC, donc en fait 4 fois 600 TWh CUMAC, dont 600 TWh CUMAC au bénéfice de ménages
précarité énergétique, donc très modeste, hein, on le verra plus tard, parce qu'il y a une modification dans la valorisation des C2E précarité. Donc ça vous donne un niveau d'obligation sur P4, on était sur 533 TWh par an, on va passer à 600 TWh par an, donc une augmentation de 12,5%. Et néanmoins, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une volonté de baisse des bonifications et programmes de la part de la DGEC. Aujourd'hui, en 2020, en 2020, les bonifications et programmes représentaient 41% des volumes de C2E. La volonté de la DGEC, c'est de baisser sur P5 ces volumes de bonifications et programmes à 30%. Donc, ce qui veut dire qu'inévitablement, on va avoir une augmentation sur ce que j'appellerais les C2E réels, c'est-à-dire les C2E sur lesquels il y a des réelles économies d'énergie, et des C2E qui sont remontés auprès de l'Europe dans le cadre de l'article 7 de la directive européenne sur l'efficacité énergétique. Et donc sur ces C2E réels, vous passez de 315 TWh par an en P4 à 402 TWh par an. Donc on a quand même une augmentation de 28% de ces C2E réels. La pénalité, elle est proposée à 15 € par mégawattheure pour les C2E classiques, 20 € par mégawattheure sur les C2E précarité énergétique. Je sais qu'hier, en XE, il y a eu des discussions sur les 20 € mégawattheure CUMAC pour les C2E précarité. Il y avait un amendement sur le sujet. Je ne sais pas si cet amendement a été accepté ou pas. Donc l'idée, c'était de laisser à 15 € du mégawattheure CUMAC les C2E précarité. Il y a une volonté de la part de la DGEC de renforcer le pilotage avec une déclaration annuelle des ventes énergie et publication annuelle de la liste des obligés. Vous savez qu'aujourd'hui, la liste des obligés, généralement, là en fin de période. Là, l'idée, c'est de l'avoir tous les ans. Et puis un suivi trimestriel des C2E engagés avec un reporting avant le dépôt, de manière à donner de la visibilité sur justement l'état d'avancement des dossiers. Alors ensuite, sur le niveau d'obligation et le calcul de l'obligation. Donc, je vous rappelle qu'en quatrième période, le niveau de l'obligation était, avec le coefficient d'obligation, était calculé à hauteur de 75% en prenant en compte 75% du prix des énergies et 25% du volume. Pour la P5, la DGEC a proposé de fixer une obligation 100% volume. Alors là encore, il y a eu des amendements sur le calcul des coefficients d'obligation. Visiblement, ces amendements ont été rejetés par le XE. Donc on s'orienterait, de ce que j'ai compris, plutôt vers une orientation 100% volume. Alors, ça vous donne, vous avez à droite là l'impact que ça a sur les différentes énergies. Donc, en prenant en compte 100% volume, quelque part, vous allez demander une exigence plus forte en matière d'efficacité énergétique aux énergies qui sont les moins chères, bien évidemment. Et donc, ce qui explique pourquoi vous avez une augmentation sur le niveau d'obligation fuel domestique et gaz naturel. Vous voyez qu'on est à plus de 50%, alors que sur des énergies, sur d'autres énergies, vous avez une baisse, notamment sur l'électricité. Voilà. Donc ça, c'est pour l'instant, ça reste là-dessus. Ensuite, vous avez une décision prise par la DGEC d'adopter, de baisser le seuil de franchise. Alors, le seuil de franchise, c'est en gros quand un énergéticien vend sur l'électricité et le gaz plus de 400 gigawattheures par an d'électricité et de gaz, il devient quelque part obligé au titre du dispositif C2E. S'il le vend dans l'année moins de 400 gigawattheures par an d'électricité et de gaz, il n'est pas obligé au titre du dispositif et donc il n'a pas à rentrer à mettre en place des actions d'économie d'énergie chez ses clients ou chez ses prospects durant la période. Ce qu'avait remonté la DGEC, et ce qu'avait remonté la phase de concertation, c'est qu'il y avait et que les énergéticiens mettaient en avant une concurrence déloyale
entre justement les énergéticiens dépassant le seuil des 400 gigas et les énergéticiens sous les seuils de 400 gigas, avec des entreprises qui créaient des structures dès qu'ils commençaient à approcher les 400 gigas de vente d'énergie, électricité, gaz. Et donc la DGEC a proposé de passer cette franchise actuellement de 400 gigawattheures par an à 300 gigas en 2022, 200 gigawattheures par an en 2023 et 100 gigawattheures par an en 2024. Alors sur ce sujet-là, et côté carburant, on était à 700 mètres cubes sur les carburants. Alors sur ces sujets de franchise, il y a eu des amendements qui ont été déposés. A priori, ces seuils de franchise vont probablement baisser encore. Alors, je sais qu'il y a eu un amendement sur le carburant aussi, sur les 700 mètres cubes. L'amendement proposait 300, c'est 700 ou 7000 mètres cubes, pardon, et l'amendement propose 3000 mètres cubes. Et sur ces baisses de franchise gaz et électricité. Et donc, a priori, le CSE a adopté ces amendements, donc le seuil de franchise devrait encore baisser. Alors, ça a un impact très fort, notamment sur les ELD, les distributeurs locaux. Et on va voir que la DGEC va lâcher probablement d'autres sujets pour aider les distributeurs dans prendre en compte en fait pour contrebalancer cette évolution du seuil de franchise. Voilà. Ensuite, sur la précarité. Donc sur la précarité, donc il y a une redéfinition dans les textes de la précarité dans le dispositif, avec une diminution de l'assiette précarité. Donc pour faire de manière synthétique, en P4, vous aviez des ménages grands précaires, des ménages précaires. En P5, donc on va appeler tout ça les ménages très modestes et les ménages modestes. Et vous voyez, c'est le schéma en bas à droite, que en gros, en grisé, en P4, vous pouviez prétendre à C2E précarité sur les ménages grands précaires, ménages précaires. Demain, vous pourrez prétendre en P5 à des C2E précarité uniquement sur les ménages très modestes. Et donc la DGEC avait exprimé dans sa présentation les volumes que ça représente. Hein. Donc vous avez les 80 et 30 TWh climat là, qui resteront dans des C2E précarité. Et puis les 120, 15 et 40 à gauche qui là sortiront dans le cadre de la P5 des C2E précarité et rentreront dans le cadre des C2E classiques. Bon, je pense que ça c'est bien compris par tout le monde. Là-dessus, il n'y a pas eu de discussion, je crois, dans le cadre du CSE d'hier. Le recentrage du dispositif vers des économies réelles en limitant les bonifications à 25% de l'obligation globale. Donc, plusieurs sujets autour de ça qui ont été présentés dans le cadre du décret de l'arrêté. Premier point, la DGEC a la volonté de travailler systématiquement sur les 6 premières fiches d'opérations standardisées les plus utilisées pour les regarder de manière un peu plus précise et étudier l'opportunité ou pas de la révision de ces fiches. Alors ce thème-là sera probablement associé côté DGEC à la mise en place d'un suivi assez poussé de ces fiches, de ces 6 premières fiches sur le terrain, avec des analyses terrain réalisées par des bureaux d'études, permettant de vérifier que les forfaits des fiches, de ces 6 premières fiches, sont bien en adéquation avec les économies d'énergie réellement produites sur le terrain. Alors ça, c'est quelque chose que la T2E avait proposé à la DGEC depuis maintenant 2 ans, en disant il nous faut un système un peu de suivi au fil de l'eau des forfaits, des fiches et de la bonne adéquation des forfaits avec ce qui se pratique vraiment sur le terrain. Donc ça a été plutôt entendu et donc ça va être mis en place pour la 5e période. Ensuite, vous avez donc les suppressions des bonifications en P5 sur grande précarité, métropole et NNI, suppression de la bonification sur le carbone sur les sites UETS
1er janvier 2022. Vous savez que sur les sites UETS, lorsque vous faites une opération spécifique avec contrôle ex post des travaux, enfin des analyses des consommations après travaux, vous pouviez aussi, lorsque l'installation UETS modifiait son énergie primaire, vous aviez la possibilité de bonifier les C2E. Donc ça, c'est supprimé. C'est supprimé à partir du 1er janvier 2022. Ensuite, vous avez sur les coups de pouce, donc une prolongation P5 des coups de pouce chauffage, bâtiment tertiaire, rénovation. Rénovation performante bâtiment résidentiel collectif, rénovation performante maison individuelle. Une prolongation de la en P5 du coup de pouce chauffage, mais révisée dès le 1er juillet 2021. Donc avec notamment la sortie du chauffage électrique et le remplacement des chaudières gaz par des chaudières gaz haute performance énergétique. Donc en gros, vous ne pouvez plus faire de substitution gaz-gaz. Un arrêt anticipé du coup de pouce isolation, 1er juillet 2021, et un arrêt maintenu du coup de pouce thermostat. A priori, je pense que, alors il y a eu des amendements qui ont été déposés dans le cadre du CSE pour notamment prolonger ces coups de pouce. À ma connaissance, ça n'a pas été, ce n'est pas passé avec avis favorable du gouvernement sur ce sujet. Sur les autres points de clé, donc on a l'adaptation des coefficients d'obligation de quatrième période là pour notamment la fraction de l'obligation sur les carburants ajoutés en fin d'année 2019 et pour éviter de soumettre les C2E au gasoil non routier. Pour les délégataires, la généralisation de la mise en place d'un système de management de la qualité, un renforcement des conditions à respecter pour le gérant et le bénéficiaire effectif, ou le bénéficiaire effectif, pardon. Une publication de l'identité des délégants d'un délégataire. Donc en gros, la DGEC continue à consolider le travail qui a été fait entre P3 et P4 sur les délégataires et à bien renforcer le rôle des délégataires. Et à sécuriser en fait ce rôle des délégataires. Ensuite, vous avez, alors c'est un peu à la marge, mais c'est quand même important, une modification sur la situation de référence, notamment sur l'isolation d'un équipement. Alors, on a eu le cas sur l'un du T131 là, quand on l'a passé, où en fait on a modifié la situation de référence en passant d'une situation de référence marché à une situation parc. Donc la DGEC met au carré ça et permet de l'intégrer dans les textes. Ensuite, un accès simplifié du PNC2E, donc au fichier national des interdits de gérer. Voilà. Un peu dans les grands. Oui, pardon. Marc, il y a juste une question. Est-ce que tu sais si au CSE, il y a eu des discussions concernant le gasoil non routier? Non, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais que Franck Briata, des fois, est présent. Je ne sais pas s'il est Alors, là. est-ce que Franck est là? Des fois, il peut nous apporter des réponses. Parce qu'il participe au CSE. Je ne crois pas qu'il soit là, Franck. Il n'est pas là, Franck. Bon. Donc, on n'a pas la réponse. Je sais pas. Je n'ai pas la réponse, donc si on peut. De toute façon, on aura un retour du CSE, donc on pourra vous apporter des réponses par rapport à ça. Voilà. Ensuite, autre point clé des textes donc et de ce que propose la DGEC, donc c'est de poursuivre les travaux sur les autres modalités, donc sur les modalités de déploiement des contrôles des opérations, simplification des processus pour les artisans et bénéficiaires. Alors sur ce sujet, en fait, vous avez eu de septembre jusqu'à décembre un groupe de travail de la DITP, la Direction interministérielle de la transformation publique, qui a animé des groupes de travail avec des obligés, il devait y avoir, je crois, 3 grands délégataires, l'AFB, la CAPEB. L'idée étant de dire les artisans, enfin pour les artisans et les bénéficiaires, le dispositif C2E est quand même très compliqué. Est-ce qu'on ne peut pas le simplifier? Et donc un plan d'action a été écrit par la DITP
qui donc est en cours de validation par la DGEC. Donc il y a un certain nombre d'actions qui vont être menées pour justement apporter de la simplification avec des groupes de travail qui seront lancés. De notre côté AT2E, la DGEC nous a demandé de monter des groupes de travail avec obligés délégataires sur un certain nombre de sujets sur la gestion administrative des dossiers, simplification administrative des dossiers. Donc on va continuer à y travailler. Et puis il y a un certain nombre de projets qui vont voir le jour sur ce sujet. Ensuite, vous avez des sujets autour de la contractualisation avec le bénéficiaire, notamment en cas de mobilisation d'un intermédiaire, des sujets autour des modalités de création, révision des fiches d'opération standardisées, donc qui seront discutés. L'évaluation continue du dispositif, ça c'est un peu ce que j'ai déjà abordé sur les 6 premières fiches d'opération standardisées. Et puis la DGEC devrait aussi écrire une doctrine sur les programmes C2E. Alors juste sur les programmes, puisque j'y pense et là je l'aborde, il y a eu des amendements sur les programmes. Et donc, la décision de la DGEC, c'est probablement de mettre un taux plus important sur les programmes, sur la P5, et de lancer quelques nouveaux programmes, et notamment des programmes qui toucheront, je l'ai dit, les petits, enfin les ELD, notamment, donc les distributeurs locaux d'énergie. Voilà, donc ça c'est à suivre. Il y aura des évolutions sur ce sujet. Pour augmenter le taux des programmes. Voilà, je crois que j'ai fini. Oui, alors je finis juste ça là-dessus. Donc, je vous rappelle que vous pouvez, après on prendra les questions. Vous pouvez trouver la consultation du public, enfin la consultation de tous les textes sur ces 2 sites. Et vous avez, je crois, jusqu'au 9 mars pour réagir à cette consultation, notamment sur la partie décret. Voilà, j'en ai fini pour cette partie-là. Ce que je vous propose, c'est effectivement de prendre les questions, s'il y a des questions. Alors tout d'abord, en fait, Monsieur Briata est présent. Donc par rapport à la question suite aux discussions du XE, on peut Est-ce qu'on peut-être lui donner la parole. voilà. Franck, si tu veux prendre la parole, sans problème. Ah, ok. Bonjour, vous m'entendez? Ouais, super. Ben, merci. Bonjour à toi. Et merci d'accepter d'intervenir. Bonjour Marc, je suis désolé, mais là je n'avais pas accès au son, donc je ne pouvais pas intervenir, donc j'ai fait part de ma présence par chat. Oui, alors dans ton exposé, il y a 2 points, enfin il y a une question concernant le GNR, je vais y répondre, et je voulais juste faire une petite remarque par rapport à la position du gouvernement sur les arrêts anticipés des coups de pouce, isolation. Donc, il y a eu beaucoup d'amendements, ça a été l'objet de nombreux débats sur le fait que quid des opérations qui sont engagées et qui sont sur des durées de chantier longues. Donc, effectivement, la position du gouvernement a été d'être systématiquement opposée aux amendements qui allaient dans ce sens, ou des prolongations de coups de pouce, ou des prolongations, donc des dates d'achèvement de travaux. Néanmoins, alors ça n'a pas valeur de décision, mais il y a quand même eu une ouverture d'Olivier David en séance. Maintenant, il faudra voir comment ça se traduit dans les textes finaux, mais il a entendu quand même l'aspect engagement pour tous les engagements de travaux qui étaient faits à date, et donc il a proposé de dire pour tous les engagements de travaux qui seraient faits avant le 1er mars ou éventuellement avant la date de publication des textes, eh bien, il pourrait être accordé une durée de travaux de 1 an. Par contre, il a été clair, tout ce qui serait engagé après cette date du 1er mars ou date de publication des textes, bien sûr, c'est les textes qui s'appliqueraient, c'est-à-dire qu'effectivement, le coup de pouce, isolation par exemple, ça s'arrêterait bien au 30 juin et avec des dates d'achèvement de travaux au 31 août. Voilà. Donc, il y a eu une position quand même d'ouverture sur les dossiers déjà engagés
mais on verra comment ça se traduit dans les textes. Et puis, sur la question que tu as posée sur le GNR, il y avait eu un amendement effectivement de la FF3C sur l'application du coefficient GNR, puisque le principe de l'exemption des C2E pour les ventes de GNR a bien été confirmé dans les textes, mais que les modalités d'application étaient compliquées et que donc il a été acté par la DGEC qu'il y aurait des discussions sur justement ces modalités et que donc ça fera l'objet d'un texte ultérieur et donc de discussions ultérieures. Voilà, donc du coup, la question du GNR n'a pas été tranchée ni débattue hier parce que ça fera l'objet d'une prochaine discussion sur ce point. Mais le principe, bien sûr, de l'exemption de C2E pour le GNR est bien confirmé. Bien confirmé. Et sur les seuils de franchise, donc là, ça a été adopté. Il y a effectivement eu il y a eu des amendements pour renforcer encore sur l'électricité et le gaz. Il y a eu un amendement d'EDF pour réduire encore le seuil de franchise en tout cas pour l'électricité. Nous avons posé un amendement également pour avoir la même dégressivité sur les carburants, même si les enjeux sont moindres sur les carburants en termes de montant, mais que le principe de la dégressivité des seuils d'exemption qui est dans les textes pour le gaz et l'électricité soit appliqué également pour les carburants. Voilà. Donc, un amendement a été déposé par Total et il y a eu un avis de sagesse du gouvernement, donc l'amendement a été approuvé. D'accord. Pour une descente du seuil de 7000 m3 progressivement en fin de P5 à 3000 m3. 3000 m3, c'est ça. Ouais. Enfin, attention, je redis bien, le CESE n'est qu'un organe consultatif, hein, oui. Donc l'amendement a été validé, mais on attend la publication des textes pour savoir si c'est dans. Oui. L'intérêt de ce retour du CSE, c'est de vous donner les tendances des discussions sur le CSE. C'est ça qui est important. Après, dans la décision, soyons prudents et attendons les textes. Exactement. C'est pour ça que tu as raison de le rappeler. Il faut rester prudent. C'est pas parce que les amendements sont votés que ça se traduit dans les textes. Ok. Bah, écoute, un grand merci, Franck, pour ce retour. Je t'en prie. Toujours très précieux. Julie, Sybille, est-ce qu'il y a des questions? Dans la continuité, on a une question de Monsieur Grégoire Tonnier concernant est-ce qu'une simplification des contrôles pour les éligibles a été discutée également? Alors au CSE, non, je ne crois pas. Par contre, ça fait partie des sujets qui pourront être discutés dans le cadre des modalités d'application de la 5e période. Puisqu'on est vraiment dans les sujets qui vont venir maintenant en deuxième phase pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, on en parlera tout à l'heure à la suite de la concertation P5, où en fait la T2E propose de refaire une concertation collective par collège. Donc, bien évidemment, les éligibles qui avaient bien participé lors de la première concertation pourront à nouveau venir contribuer à ce travail. Du coup, j'enchaîne un peu sur une question qui est peut-être un peu similaire. Pour les délégataires, en dehors des nouvelles obligations citées, est-ce que on se dirige vers les mêmes règles que la P4, notamment le minimum d'1 TWh en délégation partielle, etc. Ou est-ce que c'est des choses qui vont peut-être être discutées aussi dans les prochains textes? Alors, ce sujet, à ma connaissance, n'a jamais été abordé dans la phase, enfin, je pense, moi, je suis aux copies de C2E, ça n'a pas été abordé. C'est clairement pas abordé dans les textes actuels, enfin, dans le texte, notamment arrêté et décret. Donc, je ne sais pas si la DGEC va faire une fiche de concertation hein, pour vraiment les prochaines étapes
qui viseront à définir des arrêtés de mise en œuvre de la P5. Donc, on verra si c'est abordé ou pas dans cette fiche de concertation. Mais pour l'instant, non, moi, je n'ai jamais entendu parler de cette idée. Grégory, Alors, toi, ensuite, de ton côté ADEME, non? Non, je suis comme toi, j'ai pas eu d'éléments particuliers. alors ensuite, on a une question, en fait, c'est en rapport avec les changements de coefficients sur la précarité. Et notamment, est-ce que ce changement sera-t-il pris en compte dans les forfaits coup de pouce? Alors, les changements de coefficients. Parce que dans les forfaits coup de pouce, on en a un pour, à l'heure actuelle pour précaire et grand précaire et l'autre pour classique. Oui. Et du Donc coup, oui, comme on a, inévitablement, ça va être pris en compte, oui. Oui. Puisqu'on modifie, les foyers qui sont éligibles au C2E précarité. Seuls les très modestes deviendront éligibles au C2E précarité. Et avec, ensuite, on a eu. et avec suppression de la bonification x2 pour les grands précaires. Voilà, exactement. Ouais, vas-y. Alors ensuite, on a. Ah, vas-y, Greg. Ouais, il y a une question sur la révision des fiches standardisées. C'est peut-être l'occasion de préciser le travail qui est fait sur les FAQ et ce que vous faites à la T2E. Donc, je reprécise la question hein, concernant la révision des fiches standardisées. Qu'en est-il des questions et problématiques de lecture, compréhension pour une bonne application, dans le respect des critères de la diffusion d'informations en réponse aux demandes de compléments? Alors sur ce sujet-là, ça fait partie typiquement à la fois des remontées qui ont été faites lors de la concertation P5 sur la nécessité de structurer des FAQ pour mieux répondre aux attendus des utilisateurs des fiches d'opération standardisées et mieux préciser la manière dont on doit utiliser ces fiches d'opération standardisées. Et c'est un sujet qui a aussi été abordé dans le cadre des discussions de la DITP, avec la DITP, dans le cadre de la simplification du dispositif et de l'accompagnement des parcours clients et artisans. Et donc, dans ce cadre-là, plus particulièrement sur clients artisans, la DGEC va chercher à mettre en œuvre des FAQ plus orientés bénéficiaires ou orientés artisans pour aider à la mise en œuvre de ces sujets. Parallèlement à ça, Grégory l'a dit, côté AT2E, on a mis en place un système dans le cadre des GT sectoriels où à chaque GT, on identifie 3 questions sur lesquelles on s'engage à apporter des réponses pour le GT d'après. Donc, quelque part, ça calandre un peu ça permet de calendrer le mode de fonctionnement. Et donc, aujourd'hui, on a renvoyé et proposé des réponses à la DGEC sur ce sujet. Alors, ils ont répondu en partie là sur des sujets liés à des bâtiments mixtes résidentiels tertiaires. Il y a encore des choses à travailler, mais bon, je pense que la DGEC a quand même bien pris conscience de ce sujet et on y avance collectivement. Et on cherche à le traiter collectivement. Alors ensuite, on avait plutôt une date concernant l'arrêt de la bonification de changement de facteurs d'émission dans les sites EUTS. Oui, donc 1er janvier 2022. Alors, la question est, que se passe-t-il si la date d'engagement est antérieure au 1er janvier 2022, mais la date d'achèvement postérieure au 1er janvier 2023? Alors, je peux
les tendances. Donc, ce point fait l'objet de nombreux débats hier au CSE. Il y a eu toute une série d'amendements justement qui consistaient à repousser ces dates limites, c'est-à-dire, je rappelle que le texte prévoit pour le coefficient de bonification pour les établissements ETS, le texte prévoit tous les engagements au-delà du 31 décembre 2021 ne pourront plus faire l'objet d'une éligibilité à ce coefficient de bonification et également pour tous les travaux non achevés qui seraient achevés au-delà du 31 décembre 2022. Et ces deux dates ont été longuement discutées. Il y a eu beaucoup d'amendements qui ont été validés pour repousser ces dates-là, contre l'avis effectivement du gouvernement qui tient quand même à supprimer cette bonification. Mais voilà, donc on va voir comment ces amendements vont ressortir dans les textes. Mais c'est un point, en tout cas, qui a été largement débattu hier en CSE de la part de pas mal de fédérations et d'intervenants. Maintenant, avis de prudence, attendons de voir ce qui va ressortir dans les textes, mais en tout cas, c'est un point qui a été largement débattu. Ok. Alors, il y a une autre question qui demande si on a une idée sur quoi était basé l'arrêt de coup de pouce isolation. Alors, moi, de ce que j'ai compris, ça a été assez bien expliqué par Laurent Michel lors du COPIL, donc de la DGEC, lors du COPIL C2E. La DGEC aujourd'hui est confrontée à un problème d'équilibre entre des volumes précarité qui ont été produits en 2020 avec les coups de pouce qui sont très importants, hein, puisque je vous rappelle que la DGEC prévoit une fin de période avec un stock de l'ordre de 300 à 400 TWh CUMAC, donc au-dessus de l'objectif de cette quatrième période. Et une bonne partie de ces stocks sont constitués de stocks précarité énergétique, de C2E précarité. Et donc, la peur de la DGEC, c'est de se dire si on continue à travailler sur ces bonifications, quelque part, on aura quasiment une obligation précarité qui sera faite avant même de démarrer la cinquième période. Et donc, derrière, un risque très fort d'inaction auprès de la cible des grands précaires, qui est une cible prioritaire pour le gouvernement aujourd'hui. Donc, il y a cet équilibrage à réaliser avec, d'un autre côté, si on stoppe rapidement ces bonifications, on a un risque d'affecter la filière d'installation et de rénovation et d'impacter directement le travail des artisans qui sont sur le terrain. Et donc aujourd'hui, le sujet pour la DGEC est un sujet extrêmement complexe, c'est de se dire comment est-ce qu'on ajuste de manière à conserver un dispositif qui fonctionne, à disposer un dispositif qui ne s'écroule pas, parce que le risque, vous savez, d'une surproduction, c'est aussi que vous ayez une baisse très forte des prix avec un effondrement du prix du C2E. Et dans ce cas-là, quand vous avez un effondrement du prix du C2E, c'est toute une filière que vous mettez à terre. Et c'est là encore des actions qui ne se font plus. Donc le sujet, il est à voir de manière vraiment macro sur un ensemble de production et sur une volonté politique forte de continuer à apporter des actions auprès des précaires. Je ne sais pas si je réponds un peu à votre question, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut voir le sujet. Allez, encore peut-être une ou deux questions, parce que je vois le temps passer. Il y a une remarque sur il sera essentiel de constituer un GT opération spécifique. Donc, je pense que ça va être discuté lors des modalités. Moi, je peux quand même repréciser la position de l'ADEME, qui est quand même sur... nous, on pousse à ce qu'il y ait une validation amont des projets d'opérations spécifiques, ce qui garantirait et limiterait le risque
pris par les porteurs de dossiers d'opérations spécifiques, parce qu'on sait qu'il y a voilà, c'est l'un des enjeux de ce dispositif opérations spécifiques. Je parle, c'est qu'il y a pas de lisibilité, une garantie quand on dépose un dossier. Voilà, c'est compliqué en termes de risque. Bon, nous on pousse ça. Marc, je sais pas si tu as aussi. Non, ce qu'on propose, alors on proposera pas, je pense, de GT. Par contre, ce qu'on a, vous savez enfin, la T2E a tous les ans une convention avec l'ADEME, et l'ADEME nous finance des actions. Nous avions l'année dernière réalisé quelques ateliers opérations spécifiques. On a repris cette idée encore cette année en les ciblant plutôt opérations spécifiques et EUETS. Bon, donc donc on en discutera avec l'ADEME, mais l'idée c'est plutôt de travailler sur l'accompagnement effectivement des acteurs sur ces opérations spécifiques. Et ouais, je vais continuer. Je pense qu'il peut y avoir une question sur où en est le guide des opérations spécifiques de l'ADEME mis à jour. Nous sommes encore en train de finaliser. Désolé, effectivement, les temps sont longs, mais en fait, juste une petite précision, information pour les gens qui connaissent pas forcément notre contexte à l'ADEME. On perd quand même une personne tous les 15 jours à l'ADEME en termes de CDI. Voilà, 25 postes quasiment par an, on perd. Voilà, c'est aussi pour vous expliquer que on est très contraint en termes de temps de travail. On a eu comme vous le savez, plan de relance qui nous mobilise, d'énormes fonds qui nous sont affectés, et donc avec des moyens CDD supplémentaires, mais pour le coup, on a quand même des missions qui disparaissent par ailleurs, et comme je vous dis, une personne tous les 15 jours qui n'est pas renouvelée à l'ADEME, un poste, voilà. Donc c'est quand même, voilà, faut comprendre ce contexte-là, et juste un petit point d'information que je vous aimais, c'est alors plutôt pour les personnes qui sont sur le transport, on aimerait quand même travailler sur une méthode générique d'opérations spécifiques pour les opérations spécifiques transport, puisque pour l'instant, on n'a qu'un guide qui est plutôt dédié industrie, clairement. Voilà, donc c'est un sujet qu'on essaye de voir, peut-être faire un guide sur opérations spécifiques transport. On voit en tout cas, on a ces idées-là aussi en tête. Ok. Peut-être Grégory, juste pour rebondir sur les opérations spécifiques, à qui peut être envoyées les demandes de prévalidation? Alors, il n'y a pas de prévalidation officielle, c'est justement ça le sujet. Après, effectivement, nous, ADEME, on peut vous aider, accompagner, donner un avis en fonction du temps disponible voilà, qu'on a, et donc en fonction de l'opération spécifique, de la thématique, le plus simple c'est que vous pouvez m'envoyer à moi, hein, donc votre demande, et j'orienterai vers l'ingénieur après, voilà, donc on a soit les ingénieurs industrie, transport ou bâtiment, mais le plus simple c'est à moi. Voilà, vous avez, je pense, tous mon mail, sinon je le remets dans le chat, dans les questions-réponses. Ok, je vois le temps passer, je vous propose d'avancer, si vous voulez bien. Alors, quelques mots sur les fiches prochaines arrêtées. Donc, on a envoyé à la DGEC et l'ADEME les fiches suivantes. Donc, vous avez des fiches révisées, la barre EN102, isolation des murs, la barre TH163, conduit d'évacuation des produits de combustion, la BAT TH116, système de gestion technique du bâtiment, la BAT TH142, déstratificateur d'air, la TRA EQ123, simulateur de conduite, et puis un certain nombre de nouvelles fiches. Alors, en agriculture, on a des fiches qui traitent des serres avec isolation des parois de serre, serre bioclimatique, matériaux de couverture multicouche, double paroi de serre, et une fiche séchage par insufflation des produits et coproduits agricoles et forestiers utilisant des panneaux solaires hybrides. Ensuite, on a une fiche chauffe-bain condensation, ce qui explique pourquoi on a modifié la barre TH163 conduit d'évacuation des produits de combustion, puisqu'en fait, on intègre justement cette technologie sur les conduits d'évacuation des produits de combustion. On a la PAC collective RO et OO, la fenêtre pariétodynamique en bâtiment tertiaire, sachant qu'on l'avait sorti en bâtiment résidentiel,
On a proposé à la DGEC la fiche locomotive performante pour le fret et puis une fiche stop and start pour locomotive, fret, travaux et manœuvres. Voilà. Globalement, très rapidement peut-être sur les fiches révisées. Donc la barre EN102, c'est une fiche qui est encore en calage, on va dire, entre les experts et l'ADEME. Les grandes modifications de cette fiche, c'est de bien distinguer dans cette fiche l'isolation thermique par l'intérieur et l'isolation thermique par l'extérieur. Donc, outre la mise en place de l'isolation, les surfaces isolantes et les qualités de air sur les conditions de délivrance, on a renforcé les conditions de délivrance sur la mise en place d'un parement. Pour l'ITE, on devra fournir des références sur avis technique, documents techniques d'application ou évaluation technique européen. Et puis sur l'isolation technique par l'intérieur, on va prendre en compte les différentes technologies qui peuvent exister, notamment les technologies de mousse projetée derrière parement, où là on adapte vraiment la fiche. Le forfait de cette fiche, il est modifié, donc avec les nouveaux chiffres CEREN et DGU. Et on fusionne combustible avec électricité. Voilà. Un peu voilà dans les grandes lignes. Donc il y a une perte du forfait sur combustible et une légère augmentation du forfait par rapport à la version précédente sur l'ELEC. Sur les conduits d'évacuation, je l'ai dit, auparavant, on était essentiellement sur les chauffages chaudières. Là, on va mettre en place les systèmes de production individuelle d'eau chaude sanitaire. Et donc, on a rajouté les forfaits en conséquence. Sur la barre TH116, système de gestion technique de bâtiment, là, on a élargi le périmètre de la fiche, puisque la fiche, jusqu'à maintenant, prenait en compte la GTB sur chauffage eau chaude sanitaire. Là, on propose d'intégrer climatisation auxiliaire et on a encore des discussions sur l'éclairage, notamment avec le Gimelec qui souhaiterait absolument qu'on ajoute l'éclairage. Là, il y a des discussions avec syndicat de l'éclairage, ADEME et Gimelec. Donc, on n'est pas encore sûr de la manière dont on présentera les choses. Sur la BAT TH142 déstratification d'air, alors là, pour le coup, on a supprimé la notion de brasseur. Que les experts nous ont dit, et l'ADEME nous a signifié que le brasser de l'air, c'était très énergivore et que c'était pas intéressant de garder cette solution. Donc, on a supprimé la notion de brasseur d'air. Donc, on n'est que sur la déstratification. On a supprimé la limite de surface des 10 000 m² et on a modifié le forfait en ajoutant en fait des hauteurs, puisqu'auparavant, vous aviez des forfaits à entre 5 et 10 mètres et plus de 10 mètres. Et là, on a rajouté deux séquences, enfin deux autres forfaits pour les déstratificateurs posés entre 10 et 15 mètres et ceux posés entre 15 et 20 mètres et au-dessus de 20 mètres. Donc, ce qui permet d'élargir en fait le champ d'action de ces déstratificateurs d'air. Et puis sur la TRA EQ123, simulateur de conduite, alors l'évolution de cette fiche, elle est liée en fait à un arrêté sur les conditions de délivrance du permis de conduire qui a été modifié, donc l'arrêté du 22 décembre 2019 qui a été modifié par le 16 juillet 2019 et qui permet de faire un peu plus de simulation d'heures de conduite par simulateur de conduite. Donc on a ajusté cette fiche. On en a profité pour modifier la durée de vie. Alors, on est passé de 4 ans à 3 ans. Ce qui veut dire que pour certains forfaits, notamment sur les forfaits M1, N1, on arrive à une augmentation du forfait. Et par contre, sur des forfaits M2, M3 et N2, N3, pour les véhicules M2, N3, on a une baisse du forfait. Voilà un peu dans les grandes lignes les fiches qui sont présentées pour ce 38e arrêté. Julie, Sybille, est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou... Alors, il y a une question sur la date d'application de l'arrêté. Mais alors, De quel arrêté justement, je pense qu'il s'agit du 38e.
Donc, est-ce qu'il y a une date justement de fin d'achèvement, comme c'est le cas en fait dans les opérations P5, et je ne pense pas que ce soit le cas. Non. Sur les arrêtés fiches, c'est assez simple. Pour les nouvelles fiches d'opérations standardisées, vous avez une date de mise, de mise en œuvre de la fiche dès le lendemain de l'arrêté. Et pour les fiches révisées, généralement, vous avez une date de 3 mois. C'est-à-dire que la fiche, elle court encore 3 mois après la date d'arrêté. Et ensuite, elle rentre en vigueur 3 mois en fait après l'arrêté. Voilà. C'est généralement ce qui est fait sur les fiches d'opération standardisées. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. La publication de la... Rappelez le calendrier prévisionnel de cette... Alors, le calendrier prévisionnel, donc on a envoyé ces fiches cette semaine. On attend un retour de la DGEC et de l'ADEME d'ici. Alors, on a compté 15 jours les 15 jours de vacances. Début avril, Marc. Début avril, merci. Et ensuite, de notre côté, on devra revenir vers l'ADEME et la DGEC pour début mai. Ce qui veut dire que l'objet pour nous, c'est d'avoir finalisé la lecture de toutes ces fiches pour fin juin, pour un arrêté juillet-août, comme habituellement. Alors ensuite, je vois qu'il y a eu pas mal de questions sur la révision pour le calorifuge. Donc en effet, on a toujours dans les tuyaux la révision de la barre TH 160 dans la prolongation de la révision de la fiche équivalente en tertiaire. Elle n'est pas au programme de ce 38e pour des questions d'avancée déjà des processus de révision, mais aussi de nombre de places, on va dire, de fiches par arrêté. Mais elle est toujours, le projet de révision est toujours d'actualité. Ok. Encore une question ou pas? Non? Il n'y a plus? Bon, c'est bon. Donc on avance? C'est ça que vous me dites? Que vous ne me dites pas. Alors, il y a quelques questions encore. Par contre, j'arrive pas tout à aller voir. Vas-y. Je pense que non, tu peux y aller. Et puis. Okay. Alors, ça va être très, très rapide, hein, le site de la concertation P5. Donc, la DGEC nous a annoncé en copie de C2E. Alors, juste parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur les copies de C2E, ce n'est pas la T2E qui décide, je le dis, hein, parce qu'il y a 257 personnes. Donc, la T2E ne décide rien sur la composition du copil C2E. Donc, c'est à la main de la DGEC, Direction Générale Énergie Climat. Voilà. Donc, vous sollicitez la DGEC si vous êtes en copil, mais pas la T2E. Hein. Alors, la DGEC donc en copil justement C2E nous a annoncé qu'il proposerait une fiche de concertation pour collecter l'avis des acteurs du dispositif, probablement donc en courant mars, fin février, courant mars. Et donc, pour traiter des sujets, modalités de production, des fiches d'opération standardisées, contrôle, maîtrise des fraudes, gouvernance du dispositif. Et donc, ce qu'on se propose, nous, c'est d'animer une contribution collective comme on avait fait au mois de juillet et août. Ça avait très bien fonctionné. On vous mettra à disposition donc par collège sur notre site internet des GT dématérialisés dans lesquels vous pouvez contribuer et chaque acteur voit les différentes contributions. Donc, il y a une sorte d'empilement des contributions, de réactions, etc. Et ensuite, nous, on fera une synthèse qu'on enverra à la DGEC. Voilà. Voilà, c'était le dernier point que on voulait souhaiter aborder avec Grégory aujourd'hui. Alors, il nous reste 5 minutes pour les questions. Alors moi, il y a quand même quelques questions que je trouve qui ne concernent pas en fait notre présentation, donc je vous suggère plutôt, parce que c'est des questions sur des fiches, de les adresser directement, soit à la T2E, soit à moi, pour qu'on vous réponde directement par mail. Là, l'objectif des questions, c'est quand même d'être sur la présentation et sur ce qui a été présenté. Voilà, c'était un petit point.
Alors allez-y, peut-être Alors, Julie. il y a une demande de Stéphanie Goncalves de revenir juste sur la slide précédente. Alors, je ne sais pas du coup si... Pas de problème, Stéphanie. Voilà. Voilà. Ces slides-là, on va vous les mettre à disposition sur le site, hein, pas de problème. Et vous aviez une question, Stéphanie, ou pas? Non? Par rapport à la contribution collective, les organismes de contrôle seront-ils associés dans chaque collège? Alors, pas dans chaque collège, non. On pourrait faire un. Alors, sur les organismes de contrôle, on a aussi en tête de monter un GT avec les organismes de contrôle. Hein, ça, je l'ai dit. Donc, ce n'est pas. Ça va se faire aussi courant S1. Mais les organismes de contrôle peuvent être associés dans un. On pourra tout à fait envisager, si vous le souhaitez, de faire un collège contrôleur. Oui. Moi, enfin, je ne sais pas, Sybille, ce que tu en penses, mais ça me semble tout à fait envisageable. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Je continue. Il y a une autre question par rapport au début pour comptabiliser les bonifications P5. Donc, je pense que ça fait référence aux 25% maximal de bonification. A-t-on une date où on commencera à comptabiliser ces bonifications? Je m'excuse, j'interviens. C'est dans le texte. Hein. Oui, c'est ce que je me disais. Du premier trimestre 2022. C'est ça. Des obligations. Enfin, le texte, il est rédigé de la manière suivante. À partir du 1er avril 2022, sauf erreur de ma part, tous les acteurs devront déclarer tous les engagements d'opération avec une décomposition partie classique, enfin partie bonifiée et dans un cadre qui sera donné par l'administration. Je parle sous votre contrôle, hein, mais oui, moi je crois aussi que c'était. Alors j'ai pas le texte là, mais je crois que c'est noté, oui. Ouais, en tout cas, c'est prévu dans le texte. Hein. Ok. Toujours par rapport à cette bonification de 25%, comment ça se passe? C'est le premier arrivé, premier servi. Si les 25% sont atteints, aucune demande ne pourra être prise en compte. Ça, c'est une question qui avait été évoquée lors du COPIL. Je ne sais pas si ça a été réabordé en XE hier, cette histoire des. Non. Spécifiquement ce point, non. Après, je pense que la DGEC a la possibilité d'arbitrer sur ces sujets-là. Hein. C'est assez facile quand même. Ok, est-ce qu'il y a d'autres sujets ou pas? Parce que je vois le temps, il est midi. S'il n'y a pas d'autres questions. Alors, il y avait juste une question concernant la révision des 6 fiches les plus utilisées. Sera-t-elle à effet rétroactif? Alors, c'est ce que je comprends de la question. Non. Sur les fiches d'opération standardisées, on n'a jamais pratiqué la rétroactivité. Généralement, donc c'est ce que je disais précédemment, hein, c'est que quand vous révisez une fiche, vous avez date de sortie de la fiche plus 3 mois pour mise en œuvre de la nouvelle version. Donc il n'y a aucune raison que ça soit rétroactif. Alors, sauf si vraiment la DGEC changeait les règles du jeu, mais ça deviendrait compliqué. Ok. Est-ce que c'est bon, on a fait le tour? Julie, Sybille? Je suis en train de regarder. Oui, je pense qu'a priori. Ah, vas-y. Peut-être une dernière question. Voilà. Alors en fait, c'est juste que c'est une question qui est
qui a été posée plusieurs fois par Monsieur Brice Allotte. Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre. La question est que les zones géographiques sont maintenues pour l'isolation 101, en Barwen 101? Oui, il n'y a pas de raison qu'on change les zones géographiques H1, H2, H3, puisqu'en fait, nos forfaits, notamment sur l'isolation, enfin, il n'y a pas que sur l'isolation, mais une bonne partie des forfaits sont basés sur des chiffres SEREN qui prennent en compte les zones climatiques. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'évolution dans ce sens, sauf si l'ADEME me dit il faudrait remettre ça en cause. Mais Non, a priori, c'est quand même, il n'y a pas de raison. C'est quand même assez Entre Lille et Marseille, il y a quand même une différence de climat qui fait que les économies d'énergie ne sont pas les mêmes quand on isole un bâtiment, quand on le chauffe. Voilà. C'est logique. Ok, écoutez, moi je vous propose de clore ce webinaire. Merci pour votre participation. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci Marc, merci Sybille, merci Julie, merci à tout le monde. Merci. Bonne journée. Merci Sybille, merci Julie, merci Franck aussi. Merci beaucoup Franck merci à tous. de ton intervention et de tes compléments. Au revoir à tout le monde.